Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est un update lecture afin de vous parler de 6 livres qui font partie de mes derniers livres lus. Alors aujourd'hui au programme, je commencerai par vous donner mon avis concernant La Mer des Eaux, puis j'enchaînerai sur le 3e tome du Pays des Contes. Je vous dirai ce que j'ai pensé de Rebelles du désert, puis je vous donnerai mon avis sur Jamais plus. Il sera ensuite temps pour moi de vous parler de ma lecture en anglais de Emerald Green. Et pour finir, je vous parlerai du dernier tome de la Ronde des Saisons. Je commence donc cette vidéo update lecture avec La Mer des Eaux écrit par Rod Marty qui m'a gentiment été envoyé par la maison d'édition Scrineo dans le cadre du club des lecteurs. Alors j'ai demandé à recevoir ce livre tout simplement parce que j'ai entendu le plus grand bien du roman qui l'a fait connaître, Les Enfants de Pigwood, que je me suis d'ailleurs procuré aux Imaginales. Mais service presse oblige, j'ai commencé la découverte de cet auteur par son deuxième ouvrage. Mais je dois vous dire que je suis ressortie assez perplexe et mitigée de cette lecture à laquelle j'ai mis la moyenne 2,5 sur 5. Émilie est une artiste peintre qui en est à sa 3e fausse couche. Elle vient d'ailleurs d'apprendre de la bouche de son médecin que jamais elle ne pourra donner la vie et la pilule est assez difficile à avaler. D'ailleurs, son couple avec son mari Christopher commence à battre de l'aile. Un beau jour, un notaire domicilié en Louisiane va les appeler et leur apprendre que la grand-mère d'Émilie vient de décéder. Émilie hérite d'une maison, d'une petite somme, mais également de sa mère biologique, puisqu'elle a été adoptée dès sa naissance, et sa mère biologique est plongée dans un état végétatif. Du coup, Émilie va décider de faire ses bagages, d'emmener son mari avec elle, et d'aller s'introduire dans une petite communauté de Louisiane afin de s'occuper de sa mère et de se changer ainsi les idées. Alors ce qui m'a le plus dérangé dans cette histoire, c'est qu'à aucun moment je n'ai réussi à m'attacher au personnage. Et malheureusement, quand je ne réussis pas à m'attacher au personnage, la note s'en ressent automatiquement. Émilie, le personnage principal, m'a d'emblée paru antipathique. Elle est complètement obsédée par son désir de devenir mère. Quant à son mari Christopher, il m'a guère paru mieux. Il paraît comme ça être attaché à sa femme, mais en réalité, il est ni fiable et ni loyal. Donc suivre cet étrange couple d'un bout à l'autre du récit m'a semblé plus être une sinécure qu'autre chose. Toujours dans les points négatifs, j'ai trouvé que l'histoire n'était pas assez rythmée, pas assez dynamique. Une espèce de tension dramatique qui intervient vers la fin du récit. D'ailleurs, l'atmosphère se fait de plus en plus pesante et oppressante à mesure que la fin approche. Mais tout ça s'est révélé quand même globalement très prévisible. Mais si j'ai quand même mis quelques points à cette histoire, ce n'est pas pour rien, c'est parce que j'ai beaucoup apprécié tout l'aspect fantastique qui englobe le récit à base de magie noire et de rites vaudous. Ce sont deux choses auxquelles je ne suis pas forcément familiarisée, mais que j'ai apprécié découvrir plus en profondeur. Voilà toutes les raisons pour lesquelles j'ai mis à ce livre la note de 2,5 sur 5. Je me suis ensuite plongée dans le 3e tome du Pays des Contes écrit par Chris Colfer et sorti aux éditions Michel Lafon. Ce livre, je l'ai tiré au sort dans ma saga Book Jar au mois de mai si je ne m'abuse, donc voilà, j'ai enfin réussi à me caser la lecture de ce livre qui m'a beaucoup plu. C'est une série que j'adore, Chris Colfer, c'est vraiment parlé à mon âme d'enfant. Alors c'est un récit totalement écrit pour la jeunesse, mais voilà, les adultes peuvent également tout à fait y trouver leur compte, puisque du haut de mes quasi 28 ans, j'apprécie toujours autant cette série. Alex et Connor qui ont vécu deux grandes aventures dans le Pays des Contes, qui est un pays dans lequel ils réussissent à aller à travers un grimoire et dans lequel ils vivent de formidables aventures en compagnie des personnages emblématiques des différents contes de fées tels qu'on peut les connaître, donc Blanche-Neige, Cendrillon, etc., etc. Et là, dans ce 3e opus, les jumeaux sont séparés pour la première fois. Lors d'un voyage de classe en Allemagne, Connor va découvrir une histoire inédite écrite par les frères Grimm sous forme de mise en garde. Une armée âgée de 200 ans menace en effet d'envahir le Pays des Contes et Connor se doit de sonner l'alarme. Alors le petit bémol que j'avais mis dans le second tome, c'est que sa dynamique était vraiment trop similaire au premier sous forme de quête avec laquelle il fallait tout simplement écumer le Pays des Contes, aller à droite à gauche pour collecter les objets emblématiques de chaque
compte dans le but de sauver le pays tout entier. J'avais très peur que ce troisième tome suive une fois de plus ce même cheminement parce que clairement ma note s'en serait ressentie. Heureusement, Chris Colfer a totalement su se dégager de ce qu'il a fait auparavant. Il nous propose quelque chose de totalement nouveau et j'ai vraiment adhéré à cette histoire à laquelle j'ai mis la note maximale, la note de 5 sur 5. C'est un presque coup de cœur. J'ai trouvé ce récit riche en aventure et en émotions. Il possède un ton un petit peu plus sombre que les deux autres et ça j'ai franchement adoré. J'ai été agréablement surprise également qu'on suive les jumeaux de manière alternée. Voilà, ils ne sont plus constamment fourrés ensemble comme ça pouvait être le cas dans les deux premiers tomes. L'auteur nous montre ainsi que Alex et Connor, c'est pas une seule et même entité, mais ce sont deux personnages bien distincts qui possèdent des caractères et des tempéraments très différents l'un de l'autre. Ils sont d'ailleurs presque méconnaissables tellement ils ont grandi et mûri. On est loin des deux enfants tout choupinous qu'on découvrait il y a encore quelques temps de ça dans le premier tome. Désormais ce sont des adolescents avec tout ce qui les caractérise, avec les hormones qui les travaillent. Donc en résumé, vous l'aurez compris, j'ai passé un extraordinaire moment de lecture en compagnie de ce livre. Je l'ai lu à toute vitesse, transportée que j'étais par l'univers de Chris Colfer qui s'enrichit et qui se complexifie d'un tome à un autre. Il y a des rebondissements et des révélations à l'appel. C'est vraiment un univers et une lecture à part entière. Je passe à Rebelle du désert, écrit par Halloween Hamilton et sorti aux éditions Pocket Jeunesse. Vous m'aviez sélectionné ce livre pour intégrer ma pile à lire printanière. Je l'ai gardé pour la fin car c'était le livre que j'attendais de lire avec le plus d'impatience. D'ailleurs je l'avais repéré dès sa sortie en VO. Il me tentait énormément et je me suis précipitée pour l'acheter dès sa sortie en français, même s'il aura fallu que j'attende quelques mois, le temps que on intègre ensemble, vous et moi, ce livre à ma pile à lire printanière. Ce livre c'est de la fantaisie, mais de la fantaisie assez originale. On va suivre Amani qui vit à Dustwalk, qui est une petite ville perdue en plein désert. Elle ne rêve que d'une chose, d'émancipation, de s'enfuir de cette ville où rien de bon ne l'attend pour rejoindre Izman, une grande ville dans laquelle vit sa tante. Mais pour pouvoir s'enfuir, Amani a besoin d'argent et pour ce faire elle va s'inscrire à un concours de tir en se faisant passer pour un homme. Le tir c'est une discipline dans laquelle elle excelle et elle convoite évidemment le premier prix qui va pouvoir tout simplement signer sa liberté, mais ce qu'elle n'avait pas anticipé c'est sa rencontre avec Jean, un étranger qui lui aussi convoite ce prix. J'ai mis à ce livre la note de 4 sur 5, je pensais, j'espérais l'apprécier davantage, même si 4 sur 5 ça reste une très bonne note. Alors dans un premier temps, j'ai adoré la mythologie et l'univers mis en place par l'auteur. Elle nous a revisité tout le folklore maghrébin en nous mettant dans son histoire des ghouls, en nous mettant dans son histoire des djinns, en nous mettant dans son histoire plein de créatures assez inquiétantes issues du désert. Ce que j'attendais de cette lecture en fait, c'était le dépaysement et bingo, j'ai été complètement dépaysée. D'ailleurs tout ce que l'auteur a daigné nous apprendre de son univers, je l'ai ingurgité et je l'ai mémorisé avec délectation. Je me suis beaucoup attachée à l'héroïne, donc Amani qui a 16 ans mais qui est tellement mature qu'elle en paraît facile 4 ou 5 ans de plus. Elle est déterminée, entière, fougueuse et intrépide. Une petite pointe de romance dans cette histoire qui est assez prévisible sur les bords mais qui reste quand même globalement plaisante. La raison pour laquelle j'ai pas mis la note maximale à ce livre, c'est parce qu'on a un aspect politique qui va être amené en douceur par l'auteur jusqu'à occuper l'essentiel de l'histoire sur la fin et qui ne m'a guère passionnée. En dépit de ça, ce livre est vraiment atypique. J'ai adoré le fait qu'il mélange étrangement tradition orientale et western. Ça fait un mélange vraiment détonnant, l'univers est juste exceptionnel. Bref, un joyeux cocktail qui a fait en sorte que j'ai passé un super moment en compagnie de ce livre. Je passe maintenant à Jamais plus qui m'a été envoyé par les éditions Hugo Roman et qui est le dernier livre de Colleen Hoover à avoir été traduit en France. Alors j'attendais beaucoup de ce livre, pourquoi? Tout simplement parce qu'après avoir eu plusieurs coups de cœur pour les livres de Colleen Hoover, qui est quand même l'une de mes auteurs de romances contemporaines préférées, j'ai tout simplement été déçue par Ugly Love et je n'ai pas eu de coup de cœur pour Confesse qui m'a fait passer un bon moment mais qui ne s'est pas révélé non plus extraordinaire. Donc je me demandais si la machine était un petit peu rouillée sur les bords et bim! J'ai lu Jamais plus et j'ai eu un nouveau coup de cœur.
Après une enfance difficile pendant laquelle Lily a dû supporter au quotidien les maltraitances conjugales auxquelles se livrait son père sur sa mère, Lily est maintenant adulte et elle a décidé de prendre sa vie en main. Elle va faire la rencontre d'un homme, mais elle va s'engager dans cette nouvelle relation avec circonspection parce que c'est clair que lorsqu'on est enfant et qu'on voit sa mère se faire maltraiter et se faire taper dessus, on peut légitimement se poser des questions et se demander si on va réussir à tomber soi-même sur la bonne personne. Vous l'aurez compris, le thème fort que Colleen Hoover a décidé d'aborder dans cette histoire, c'est la violence conjugale. Je ne le savais pas avant de me plonger dans ce récit, puisque comme je vous l'ai dit, j'avais refusé de lire le résumé et j'avais refusé de lire des chroniques avant de débuter l'histoire. Ce que j'adore avec Colleen Hoover, c'est qu'elle n'a pas peur en fait d'aborder les sujets qui fâchent. Ce livre, je l'ai adoré, mais je l'ai aussi détesté, c'est-à-dire que j'ai été amenée à le lire dans le train en allant au boulot, comme la plupart de mes livres, mais qu'à certains moments, j'ai été tellement énervée par certains passages que je lisais que j'avais juste envie d'envoyer valser mon bouquin tellement j'en avais marre. C'est rare quand des livres réveillent des sentiments aussi forts en moi. Je peux rire, je peux pleurer, mais c'est rare en fait quand je m'énerve pendant mes lectures. Et là, clairement, j'ai été amenée à m'énerver pas mal de fois. Toute la première partie du livre semble idyllique, ce qui se passe c'est juste génial. Et plus l'auteur tricote son histoire, plus elle avance dans son récit, et plus j'ai eu une espèce de sentiment de malaise qui a grandi en moi, jusqu'à ce que je pousse des exclamations consternées toutes les 5 minutes, et jusqu'à ce que je me sente particulièrement énervée au point de vouloir frapper quelque chose. Je vous parlerai pas trop des personnages, je vous parlerai juste de Lily, pour laquelle j'ai ressenti énormément de respect et qui m'a complètement bluffée face à sa détermination et face à son courage. Ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est le message qui est à la fin, qui est écrit par Colleen Hoover, qui nous explique en gros que sa mère elle-même a été confrontée à de la violence conjugale. Ce message, il faut absolument le lire d'un bout à l'autre. Il est extrêmement poignant, il est extrêmement touchant. J'ai eu les larmes aux yeux en le lisant. Et on comprend vraiment que cette histoire, Colleen Hoover l'a écrite pour sa mère, par respect pour elle, et surtout pour alerter les gens sur ce phénomène-là de violence conjugale. Je suis un peu émue en vous parlant de ce livre parce qu'il m'a fait vivre tellement d'émotions, il m'a... Voilà, ça a juste été une lecture incroyable. Je pense que c'est vraiment l'un des meilleurs livres de cet auteur et il ne faut vraiment pas passer à côté. J'ai récemment pu terminer la trilogie de Kirsten Gier en lisant Emerald Green, donc le dernier tome de la trilogie des gemmes que personnellement j'ai dans sa traduction en anglais, puisque je le rappelle, cette trilogie, la VO est allemande à l'origine et je possède un joli coffret que je me suis acheté sur Amazon en anglais. Voilà, je l'ai choisi dans cette langue tout simplement parce que, en bonne superficielle que je suis, j'adorais les couvertures. Bref, et puis en parallèle, ça me permettait de lire des bouquins en anglais. Alors pour rappel, j'avais beaucoup aimé le premier tome, j'avais été déçue par le second, du coup j'étais un petit peu inquiète à l'idée de me plonger dans le troisième et dernier tome, mais je dois dire que ça va, globalement cette conclusion a sauvé les meubles, j'ai mis à cette histoire la note de 3 sur 5, donc je ressors quand même globalement satisfaite par cette lecture, et Dieu sait que ce n'était pas gagné parce que dans cette histoire qui aborde le thème du voyage dans le temps, avec une héroïne qui possède le gène du voyageur, il y avait beaucoup de questions et beaucoup de choses en suspens. Et l'auteur ne nous formulait absolument aucune réponse, donc ça commençait un petit peu à m'agacer, mais je me suis dit voilà, dernier tome oblige, enfin on va avoir le fin mot de cette histoire, enfin on va avoir des réponses à toutes les questions que l'on se pose depuis le premier tome. Alors oui, mais c'était quand même long à venir, c'est-à-dire que le début m'a semblé mou et plat. De manière générale, je trouve que c'est une trilogie dont le rythme est assez lent et vraiment pas suffisamment dynamique à mon goût, à tel point que, vu que je le lis en anglais, je lis plus lentement forcément qu'un livre en français. Ça a été vraiment très long pour moi d'en venir à bout. À un moment donné, je m'embêtais dans cette lecture, et à un autre moment donné, j'étais complètement happée, complètement ferrée. Bon bah, tant mieux si ça se passe comme ça m'a permis de le terminer un peu plus rapidement que je ne l'avais commencé. J'ai trouvé que les actions commençaient à s'enchaîner un petit peu plus habilement, j'ai trouvé que les personnages se réveillaient, j'ai trouvé la relation entre Gwyneth et Gideon un petit peu plus intéressante que d'habitude, et les réparties de Xemerius, le petit démon gargouille, un petit peu plus rigolote également. Comme je l'avais prédit dans ma chronique du tome 2,
il y a eu enfin tout un lot de révélations qui ont finalement fusé à la fin de ce dernier tome. Certaines de ces révélations m'ont semblé prévisibles, mais je dois vous avouer que j'ai été agréablement surprise par d'autres qui m'ont complètement soufflé. J'ai trouvé que le final était réussi et assez émouvant, je dois dire. Personnellement, j'aurais lu cette trilogie quelques années en arrière. Je l'aurais davantage apprécié qu'en l'ayant lu là, après les centaines et les centaines de livres que je peux lire ces derniers temps. C'est une histoire qui reste divertissante, mais très honnêtement, je ne pense pas que je serai amenée à la relire un jour. Et le dernier livre dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est le 5e et dernier tome de La Ronde des Saisons, écrit par Lisa Kleypas et sorti aux éditions J'ai lu. Alors, La Ronde des Saisons, c'est une série de romances historiques que j'ai adoré découvrir grâce à Béa, qui m'avait offert le premier tome lors de mon anniversaire de l'année dernière, si je ne m'abuse. J'ai joué le jeu des saisons en lisant un tome à chaque saison, sauf pour ce 5e tome, mais en même temps, le 4e se terminait en été et j'avais pas du tout envie d'attendre l'hiver prochain avant de lire ce tome très court. D'ailleurs, j'étais même pas convaincue à l'idée de lire ce dernier tome, pour tout vous dire. C'est un tome bonus, il se détache vraiment du lot dans le sens où il est vraiment plus court, il fait que 200 pages contre 400 et quelques, et il ne porte pas sur l'une de nos héroïnes qu'on a appris à découvrir, mais sur le frère aîné de Daisy et Liliane, qui étaient les deux laissés pour compte américaines. Alors bien sûr, dans ce livre, on retrouve tous les personnages des tomes précédents, mais voilà, pas en tant que personnage principal, en tant que personnage secondaire. Cette romance, elle n'est pas hyper marquante, elle est mignonne, elle est toute douce, mais elle me restera pas en tête pendant longtemps. J'ai eu l'opportunité de lire ce dernier tome tout simplement parce que Béa me l'a prêté, donc comme je la vois bientôt, je la vois pour le week-end du 14 juillet, je vais pouvoir lui rendre son exemplaire. Voilà, clairement il n'y aurait pas eu cette opportunité, je ne me le serais pas procuré, je ne l'aurais pas lu. Ça aurait pas été gravissime si vous voulez. Maintenant voilà, il faut le considérer comme il est, c'est-à-dire comme un tome bonus, et j'ai éprouvé beaucoup de plaisir quand même à retrouver tous les autres personnages. Je peux dire que ça clôture quand même de manière satisfaisante la saga dans une ambiance chaleureuse et reposante. Donc voilà, je vous la montre une fois par mois, ma petite Wendy Darling qui va toujours bien, en dépit du fait qu'elle a un petit bobo à son oreille puisque elle ne vit toujours pas dans la même cage que Simba. Ils cohabitent très bien à l'heure des repas dans l'entrée, ils mangent ensemble, ça se passe très bien, mais dès lors que j'essaie de la mettre dans la cage de Simba, Simba qui est hyper territorial, ça se passe très mal, il l'attaque. Et il y a quelques jours de ça, elle lui a mordu violemment l'oreille, donc elle a quasiment pas saigné, mais elle a poussé un cri. C'était la première fois de ma vie que j'entendais un lapin crier. Je savais qu'il pouvait le faire, mais j'avais jamais entendu. Ça a été hyper flippant pour moi, c'est-à-dire qu'un lapin crie comme un être humain. Donc le choc en fait. Je la regardais pas à ce moment-là quand je l'ai entendu crier. J'ai cru que mon cœur tombait à l'intérieur de mon ventre tellement j'ai eu peur pour elle. Heureusement voilà, bon, un petit bobo mais quand même plus de peur que de mal. Mais je me demande s'ils réussiront à cohabiter ensemble dans cet enclos ou pas. Ma pauvre petite nénette. Et en tout cas, je suis très contente parce que ce matin, juste avant de tourner cette vidéo, elle m'a léché pour la première fois. Donc voilà, ça peut vous paraître bête. Un lapin, c'est pas du tout comme un chien qui distribue de l'affection à tout va. Avec les lapins, l'affection, ça se mérite, ça se gagne. Et enfin, ça y est, j'ai mérité ma léchouille. Je suis contente. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire sur les livres que je vous ai présentés dans cette vidéo si jamais vous en avez lu certains. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et Wendy Darling et moi, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!